Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés je retrouve comme chaque semaine, et parce qu'il n'y a pas que Ben Affleck et Matt Damon qui ont le droit d'être amis dans la vraie vie et de bosser ensemble, donc Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur du concept d'Originals. Ah, en ce moment tu me choures toutes les punchlines que je prépare à l'avance, alors il va falloir qu'on détermine lequel d'entre nous est Matt Damon, lequel d'entre nous est Ben Affleck. J'ai une certaine blondeur, je propose de prendre Matt Damon, toi tu prends Ben Affleck, ça marche comme ça? Oh bah je peux Batman, ça me va. Aujourd'hui on parle de quoi? Bah justement on parle d'un film avec Ben Affleck et Matt Damon, un polar. Ça tombe bien, ça tombe bien quand même. Ça tombe bien, ouais. Belle intro. C'est ça. Un polar un petit peu musclé qui s'appelle The Rip, à découvrir sur Netflix. Ensuite on te retrouvera Gauthier dans ta chronique Les Pieds dans le Plat, et tu nous parles de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler d'un sentiment que j'ai sur les films de plateforme, pas sur les séries de plateforme, mais juste sur les films de plateforme, et pourquoi leur niveau moyen est peut-être un petit peu en dessous de ce que j'attends d'un film de cinéma, pour le moment, hein, c'est voué à évoluer, et j'aurais peut-être des pistes de réflexion là-dessus. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine, mais tout de suite ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme, en partenariat avec Cinématiseur. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas et mal. la puce écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça j'aime bien. Et oui Gauthier, Ah là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? ça vient de tomber. Qu'est-ce qui vient de tomber? Ah là là, mais figure-toi que Pio Marmaille est de retour sur Netflix. Déjà. Après Nero. Après Nero. Alors a priori cette fois changement d'ambiance, hein, puisque ça s'appelle Les Brumes, et c'est quoi Les Brumes? C'est la nouvelle série Netflix par les réalisateurs du Comte de Monte Cristo, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Eh oui. C'est un peu plus sérieux déjà que Nero. Je vérifierai cette info, mais je crois que c'était une exclusivité chez Satellifax, cette information. Oh. Ouais. Eh bien écoute, c'est tombé. Ouais, c'est tombé. Ouais. C'est tombé, ça y est. Donc c'est tiré d'un livre de Olivier Norek. Et on va retrouver autour de Pio Marmaille, Alicia Dalouse, Florence Loiret-Caille, Stéphane Gaillard et notamment Bouli Lanners. Tu vas me dire, mais Romain, ça parle de quoi ton truc? Oui. Eh bien écoute, on va suivre l'histoire de Victor Coste, qui est policier exilé sur l'île de Saint-Pierre et qui va tenter d'identifier un tueur en série qui sévit dans la région. Pour cela, il doit tout simplement réussir à faire parler Anna, qui est l'unique survivant de l'assassin, et elle est devenue mutique. Alors évidemment, les denses brumes de l'île ne tardent pas à assombrir l'enquête. D'accord. Mais j'allais pas te dire de quoi ça parle. En vrai, j'allais te dire j'adore Bouli Lanners. Oui. Et une des raisons principales, alors il est très 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 talentueux, une des raisons principales pour lesquelles je l'aime, c'est qu'on n'en parle pas assez, mais son prénom c'est Bouli quand même. Oui, c'est pas commun. Ben oui, et ça c'est bien. Et donc, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est sur Netflix. Oui, toujours. Netflix, ouais. On reste sur Netflix pour la deuxième news, puisque ça vient de Ça tomber. vient de tomber. Voilà. Ça vient de tomber. Eh bien, ça vient de tomber. Charlie Brooker a officialisé l'arrivée d'une saison 8 pour Black Mirror. Et dans ce qu'il dit, il se dépêche de la faire parce qu'il a peur que la fiction... que la réalité dépasse la fiction. Voilà. Fort. Bon, évidemment, quand on voit l'actualité, on peut plutôt lui donner raison, hein, puisqu'il y a quand même des choses s'il y a 20 ans, on se disait, tiens, et t'imagines dans un film, il se passe ça, tu fais, ah, t'avais des conneries. Tu veux dire que comme ça, il y a des hélicoptères qui passent au-dessus du Venezuela et hop, il y a un dictateur qui disparaît. Et comme ça. Comme ça. Ouais. Voilà. Et il y a l'intelligence artificielle qui déshabille des gens morts et tout. Quel drôle de monde. Quel drôle de monde. Mais c'est un terreau parfait pour Black Mirror, donc, qui reviendra bientôt pour une nouvelle saison sur Netflix. Ça a été officialisé directement auprès de Tudum, qui est le média maison de Netflix. J'ai pas fini la 7, moi. Que je vous la conseille. Ben hein. oui. Elle parle des IA déjà, et c'est plutôt pas mal. Et sinon, ça vient de tomber. Ah, ça vient de tomber. Qu'est-ce qui vient de tomber? Alors, c'est tombé dimarche, donc ça fait quelques jours quand même. Ouais. C'est tombé, mais ça a fait grand bruit. Bien sûr. Et là, on parle pas d'une plateforme, on parle de toutes les plateformes. Pourquoi? Puisque, écoute, The Pit, The Studio, Adolescence ont fait une razzia aux Golden Globes 2026. Évidemment, on parle ici surtout série, hein, puisque c'est ça qui a été récompensé. Côté film, c'est oui, qui attention, hein, ont tenu la dragée haute à nos plateformes. Non, mais attends.
côté film, il y a quand même une info essentielle dont il faut que je parle, parce que c'est la victoire de mon fils. Côté C'est-à-dire film, il y a eu 2 Golden Globes. Mais j'y vais, j'y non arrive. pas 1, mais 2 Golden Globes J'y arrive. pour K-pop Demon Hunter, quand même. Tout à fait. Alors, je faisais dans l'ordre, mais Vas-y. oui, The Pit, Adolescence et The Studio, donc ils font leur razzia, on l'a dit, dans les catégories majeures, hein, j'ai envie de dire aussi. On a Rhea Seehorn pour Pluribus, prononcez-le comme vous le voulez. Ça, Et- c'est très mérité. Je suis très content pour elle. Et donc, dans le détail, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne tout simplement meilleur film d'animation, K-pop Demon Hunter. Meilleure chanson originale, Golden de Ouais. K-pop Demon Hunter. Tout à fait. Donc, jusque-là, c'est le doublé. Ouais. Et ce sera tout d'ailleurs hein, pour K-pop Demon Hunter, c'est qu'il y a déjà pas mal C'est déjà pour pas mal. Netflix Et et attends, K-pop il a Demon battu, Hunter. il a battu Arco, quoi. Oui. Ouais, c'est fou. On a aussi donc meilleure série dramatique The Pit, ainsi que meilleur acteur dans une série dramatique pour Noah Weil pour The Pit. Donc 2 récompenses pour The Pit, dont on va parler dans pas longtemps, il me semble. Ouais, on reviendra dessus parce que tout le monde en parle. C'est une série événement quand même. Et c'est la saison 2 là, qui Absolument. sort là en ce qui début janvier. démarre en ce moment. Sinon, on a The Studio, dont on avait parlé en début d'année dernière. Meilleure série de comédie, ainsi que meilleur acteur pour Seth Rogen, toujours pour The Studio. Ça fait 2 pour The Studio. Ensuite, on a donc Pluribus avec meilleure actrice dans une série dramatique, Rhea Seehorn. C'est le rôle principal, hein, c'est quasiment le rôle de la série. On a Jean Smart dans Axe pour meilleure actrice dans une comédie. Ensuite, Michelle Williams, meilleure actrice dans une mini-série pour Dying for Sex. ouais. Voilà, qu'on avait évoqué en sortie, mais on n'a pas fait d'émission spéciale. Alors, je suis désolé, je suis un affreux Jojo, mais moi, j'ai pas aimé ça, Dying for Sex. Je l'ai vu, hein, pourtant, mais ça m'a peut-être un petit peu trop américain pour moi. On a Ricky Gervais qui gagne le prix du stand-up, meilleure performance télévisuelle pour un stand-upper. Pareil, c'est le spectacle Mortality qui est sur Netflix, encore une fois. Et après, l'éléphant qui cache la forêt, c'est Adolescence. Hein, Bien sûr. 4 récompenses, et pas des moindres. Hein. Owen Cooper, donc, qui joue le rôle de l'adolescent, de l'adolescence, meilleur acteur dans un second rôle. On a Stephen Graham, meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm. On a la psy, Erin Doherty, c'est celle qui joue la psy, meilleure actrice dans un second rôle. Et évidemment, Adolescence, meilleure mini-série ou téléfilm. Bah, tout ça est une évidence, non ? Bah écoute, est-ce qu'on l'avait pas dit dans Original ? Exactement, on l'avait dit dans Original. C'est très satisfaisant d'ailleurs d'écouter cette liste de prix parce que, bah oui, on se dit, toi et moi, on se dit qu'on couvre les bons trucs, quoi, tout simplement. On n'a pas fait de trou dans la raquette cette année. On est les pros de la métaphore. Ce sera tout pour aujourd'hui côté news et on passe tout de suite au gros plan de la semaine. Le gros plan de la semaine, c'est The Rip, film d'action, thriller policier. Et voilà, avec Matt Damon et Ben Affleck. Alors, Matt Damon et Ben Affleck, peut-être que vous ne le savez pas, mais ils sont amis depuis leur adolescence à Cambridge, ces 2 garçons-là. Et ils ont battu une relation qui est vraiment, qu'on peut qualifier de durable, puisqu'il y en a un qui est le parrain de l'autre qui est le témoin de mariage du premier, etc., etc. Et c'est une carrière qui mêle écriture, production et jeu qui se mélangent, où chacun se donne la réplique. Elle s'est concrétisée notamment en 97 avec Will Hunting, mais aussi avec récemment Le Dernier Duel. Ah, tout à fait, de Ridley Scott. Il y a Dogma aussi, qui était un peu plus potache. Mais voilà, Le Dernier Duel 2021, c'était leur dernière collaboration ensemble, a priori. Ouais. C'est touchant, d'ailleurs, de se dire que ces 2 gars qui, il y a 30 ans, donc, ont reçu un Oscar tous les 2 pour un scénario qu'ils avaient écrit ensemble et pour un film dans lequel ils ont joué ensemble, bah ils sont toujours potes 30 ans après, ils jouent toujours dans des films ensemble 30 ans après. Le cinéma permet de voir vieillir les gens en temps réel et puis de les voir toujours être copains comme ça. Nous, il faudrait qu'on continue à faire des émissions encore 23 ans pour être pareil, tu vois. Donc on a commencé plus tard, c'est ça notre problème. Absolument. Ça s'appelle The Rip et ça sort cette semaine sur Netflix. Il y a du nouveau, alors on a encore quelques questions. Quand on vous a parlé la dernière fois, voilà ce que vous nous avez dit. Votre unité gère le trafic de drogue, la cam, les flingues. Toc toc, police de Miami. Comment ça va aujourd'hui? 5 flics sont apparus devant chez moi comme par magie, ça pourrait aller mieux. Ça vous dérange si on entre? La plupart du temps, vous faites des saisies, surtout du cash. Y a aucune drogue ici.
Le chien nous signale pas de la drogue, mais de l'argent. Le tuyau, il donnait quelle somme? 300 000 $. Alors, le scénario, c'est quoi ? C'est que dans les rues brûlantes de Miami, une équipe de policiers spécialisés dans les saisies découvre des millions de dollars en liquide dans une planque qui était qualifiée d'abandonnée. Et alors que cette prise attire l'attention d'intérêts extérieurs, la confiance à l'intérieur du groupe se fissure et chacun doit faire face à ses propres dilemmes moraux et aux dangers que représente cette fameuse prise. Prise, c'est The Rip en anglais. Vous avez compris le titre. C'est une saisie, quoi. C'est une saisie. C'est réalisé par Joe Carnahan, alors, qui est un habitué des films de polar plus ou moins réussis. Il y a pas mal de direct-to-DVD, on dit direct-to-plateforme maintenant, peut-être. Ouais, mais il y a 2 gros succès dans sa filmographie. C'est Le Territoire des loups avec Liam Neeson. C'est vraiment un bon film. Et c'est lui qui avait fait L'Agence Tourisque. Et oui, tout à fait. Et voilà, donc autour de Matt Damon, on retrouve qui ? On retrouve Ben Affleck, on retrouve Steven Yeun, que vous aviez découvert plutôt dans The Walking Dead, Tatiana Taylor, qui vient de gagner un prix au Golden Globe pour Une bataille après l'autre, et Kyle Chandler, qu'on connaît peut-être de la série King of Monsters sur les plateformes, mais aussi de Godzilla, et de bien d'autres, bien évidemment. Argo. Ah oui, voilà. C'est un habitué de la maison Affleck-Damon. Gauthier, tu as vu The Rip en avant-première. Qu'est-ce que tu peux m'en dire en une phrase pour commencer ? J'ai trouvé que c'était un polar serré, assez agréable à regarder, qui m'a fait penser dans son dispositif à des films comme Rio Bravo ou Assaut de John Carpenter. Tu vois, un peu un lieu unique qu'il faut défendre, puisqu'il se trouve qu'il trouve une maison dans laquelle il y a un magot. Et tout ce qu'on sait, c'est que il va y avoir un assaut sur cet endroit, et donc une poignée de flics qui va essayer de résister jusqu'au petit matin. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait un parallèle. Donc le dispositif est assez plaisant, et ça se regarde tout seul. Voilà, c'est un bon petit film d'action qui se regarde hyper simplement, et avec ces 2 grandes légendes du cinéma dans les premiers rôles. Comment je t'ai dit dans notre conversation privée, je t'ai dit c'est bien ficelé. Ah oui, tout à fait. Ouais, je crois que c'est un peu le mot que moi j'avais. Efficace. Ce retour là du duo Affleck-Damon à l'écran, ça marche toujours pour toi ? C'est difficile de penser à l'un sans penser à l'autre, tu vois. Donc les voir jouer ensemble, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. Et puis je suis en train de me dire aussi que pendant que je regardais le film, ça m'a fait un truc bizarre. Je sais pas si c'est la photo ou quoi, mais je me suis dit, les films qui se passent à Miami, on les reconnaît. Il y a un petit cachet un peu Miami Vice. Bad Boys, ça se passe là-bas ? Je crois. Ouais. Tu vois, c'est bizarre, mais filmer cette ville, ça a un cachet particulier. On reconnaît assez vite, quoi. Moi, j'ai trouvé que Matt Damon avait pris un petit peu de bouteille et que ça lui allait bien de faire des rôles d'homme d'âge mûr un peu plus assumés. C'est vrai. Ça me donne très très confiance pour le futur Ulysse de Christopher Nolan d'ailleurs. C'est vrai qu'il est là-dedans, ouais. Et Ben Affleck, j'aime bien ce côté un peu bad boy, puisqu'il a tout le temps fait, souvent fait en tout cas, les premiers de la classe, enfin les jeunes premiers, quoi. Ouais. Belle gueule, beau gosse. Là, c'est pas mal quand il fait le chien fou, aussi, un petit peu. J'ai bien aimé cette espèce de virgule un petit peu qui se sont autorisées, voilà. Alors après, il faut être honnête avec ce qu'est le film. Moi, quand j'ai commencé à faire le journaliste cinéma, Joe Carnahan, il était sur toutes les lèvres. C'était le mec qui allait sauver et révolutionner le cinéma d'action, tellement c'était le nouveau gars efficace. Tu vois, on parlait de lui comme on parlait de comment il s'appelle, John McTiernan. C'était le nouveau John McTiernan. Bon, il se trouve que il a pas ce talent-là, faut pas déconner, mais il sait ficeler un film, il sait te tenir en haleine et faire un truc qui se regarde sans aucun problème. C'est efficace. C'est efficace. Après, je trouve quand même que c'est tellement efficace que tu finis par un peu réciter le scénario en temps réel, tu vois. Tu te dis, et là, il va se passer ceci, et là, il va se passer cela, et quand même le retournement de situation finale, parce que c'est malin, cette idée des flics qui tombent sur un magot tellement énorme que forcément, ils vont réfléchir 2 secondes à pourquoi on se barrerait pas avec le magot et on en parle à personne. Et qu'est-ce qu'on dit qu'on déclare et qu'est-ce qu'on garde pour nous. Exactement. Et quelle hauteur et avec qui et qui a pas déjà pensé tout ça. Enfin, voilà. Exactement. Et là, le magot, il est tellement énorme qu'ils ne peuvent pas ne pas penser à ça. Tu vois, 20 millions, tu vois. Attends, mais tu sais ce que ça fait 100 patates. Ouais, c'est ça. Tout le monde en veut. Donc, on sait que que la situation va s'envenimer parce que quelqu'un va finir par être gourmand.
Et en même temps, il y a quelque chose d'un petit peu absurde dans l'idée qu'un policier déclare de manière super honnête 20 millions de dollars qui pourraient, tu vois, c'est tellement honnête que ça devient stupide, tu vois. En plus, le scénario, il est marrant parce que plus ça avance, plus on comprend que ces 20 millions, ils traînent là et ils peuvent les ramasser s'ils veulent, quoi. Il y a même un moment, il y a une discussion surréaliste avec un mec de la mafia qui fait non, enfin ça, c'était notre pognon, mais on l'a laissé là, on n'en veut pas, bon courage, salut, tu vois. Bisous. bisous. Alors justement, moi j'avais une question à te poser comme ça, c'est est-ce que pour toi c'est un film qui parle avant tout de corruption institutionnelle ? Si on pousse le truc, encore une fois, ça parle plus que de corruption, ça parle d'un truc quasiment philosophique, c'est-à-dire, est-ce que tu vas être honnête et justicier au dépit du bon sens, tu vois ? On te dit de ramasser le fric. Il est à personne. Tu peux le faire. Vas-y. Et puis les gentils qui sont là. Ah bah non, il faut remplir des papiers quand même. J'aime bien le fait que justement, on sait pas vraiment qui est le gentil, qui est le méchant. Il y a un jeu autour de ça. Alors évidemment, il y a des choses qu'on peut préempter, comme tu disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent des pièges dans lesquels on peut tomber facilement. Il y a même, oui. Il y a plein de trucs, finalement, je suis en train d'y repenser en temps réel, il y a plein de trucs qui sont pas mal pensés. Par exemple, quand ils arrivent dans la maison et qu'ils découvrent là où est caché le truc, il y a la propriétaire de la maison qui leur dit « Non, découvrez pas ce qu'il y a derrière ce truc ». Et c'est à partir du moment où ils trouvent la planque et ce qu'il y a dedans, elle leur dit « Bon bah voilà, maintenant vous êtes dans la merde ». C'est-à-dire qu'elle leur a laissé ce truc de tant que vous êtes ignorant, vous pouvez vous en tirer. Si vous êtes plus ignorant, ça va être horrible. Et on sait qu'il y a une menace qui vient de l'extérieur, mais pendant très longtemps dans le film, on ne sait pas quelle est cette menace. C'est qui ces gens ? Et on découvre, donc comme je viens de le dire parce que j'ai un peu spoilé, on découvre très vite que c'est pas la mafia la menace. Alors justement, c'est ça qui est assez bluffant au début. On est complètement paumé, puisque il y a eu un meurtre quand même dans cette équipe de flics. Oui, ça commence par un meurtre. Donc il y a des briefs, tout ça, et puis après tout d'un coup il y a une indication comme quoi il y a un nouveau une planque à aller saisir, etc. Et la flic qui est butée au début du film, c'est leur boss déjà, qui est leur patronne, avait cette indication que cette planque existait. Donc elle a été tuée pour ça. Voilà. Et pendant le bon premier tiers du film, je dirais, on est vraiment entre des camps différents à l'intérieur du groupe. Ouais. Et chacun qui essaie d'avoir des ramifications avec des éléments extérieurs, bons ou mauvais, traître ou pas traître. Il y a tout qui se croit. Enfin, je trouve que il y a une sorte de millefeuille un petit peu à détricoter qui, je pense, au début, fonctionne bien dans le côté perte de repères. C'est ce qui est la bonne idée de la première moitié de ce film, effectivement, c'est que comme il n'y a que l'équipe de flics qui a découvert cet argent et la personne qui vit là, qui est de toute façon attachée à une chaise, la menace extérieure ne peut venir que de l'un d'entre eux qui aurait prévenu les autres. Et donc, pendant toute la première moitié du film, on se dit qui est la balance, c'est ça. Voilà, qui a fait fuiter l'info. Donc, ça peut être n'importe lequel des flics qui sont là. Et la deuxième moitié du film se consacre plutôt à la fusillade et au dénouement de cette situation. Ce qui est drôle, alors je tiens à en parler parce que ça fait 2 fois que ça me fait le coup, et les 2 fois c'était avec des films Netflix, des films d'action comme ça. La première fois c'était avec le film avec Taron Egerton qui est dans un aéroport, tu te souviens ? Tout à fait. Et j'ai plus le titre du film, mais pour les... C'était sur Apple TV. C'était Apple TV ? Ah, c'était peut-être Apple TV, tu as raison. C'est The Terminal. Non, c'est pas The Terminal. Non, c'est un truc comme ça, avec Jason Bateman qui était le méchant et tout ça. Je te jure que c'est vrai, pour les 2 films, j'ai vérifié cette info pour vous. Si tu mets le curseur de ta barre de lecture en plein milieu, c'est-à-dire qu'il y a autant de temps avant que de temps qui te reste à visionner le film, il y a un switch narratif à ce moment-là. Pour les 2 films. Pour les 2 films, pile au milieu, c'est le moment où le film bascule. Le film bascule dans un autre film. Là, on passe du thriller à l'action. Exactement. Là, on passe de ce moment où on se regarde, on est un peu en chien de faïence, à pouf, le premier coup de feu et ça part un peu en couille. C'est pas tellement le premier coup de feu, d'ailleurs, c'est le moment où on se met à soupçonner l'un des héros d'être, au fait, le mec qui a fuité. Donc, la balance. Voilà. Comment tu trouves le casting secondaire, justement ? Parce qu'il y a toute une équipe autour de Matt Damon et de Ben Affleck. On le rappelle, Steven Yeun, Teyana Taylor, Kelly Chandler,
Cacheur, il fait partie d'un autre service, il est appelé à la rescousse, enfin, bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, dans l'équipe interne, puis il y a aussi la dresseuse de chien. Oui, parce qu'il y a un toutou. c'est vrai, il y a un toutou. Il est quand même mignon. Pour un chien de police, t'y crois 2 secondes, pas trop. C'est un beagle, donc c'est plutôt pour ses qualités olfactives. Exactement. Mais c'est pas un chien de combat, quoi. Non. Le reste du casting est très bien, il est très compétent. Moi, je suis toujours content de voir Steven Yeun. Mais je vais essayer de pas spoil, c'est difficile. Ah oui, il faut pas. T'as déjà fait trop. Ouais. En fait, leur présence fait que assez vite, si on a l'habitude des polars, assez vite on sait qui a fait le coup, quoi. Enfin, moi personnellement, au bout de 5 minutes, c'était réglé. Est-ce que tu trouves que Netflix se confirme un petit peu son rôle d'espace crédible pour tout ce qui est un peu thriller, d'action, etc. En tout cas, je trouve ça très nécessaire que ces films existent. On a vu le Catherine Bigelow il y a quelques semaines, tu vois. Ouais, oui. Bon, qui est de notre niveau, mais qui est différent aussi. Ouais. C'est plus un cinéma d'auteur, le film de Catherine Bigelow. Ouais, puis c'est de l'espionnage à grande échelle. Enfin, c'est plutôt du cyber-espionnage, techno, etc. Oui, on va dire que si Netflix doit sortir des films d'action un peu hollywoodiens, tu vois, il y a 1 an pile, on parlait de Ad Vitam avec Guillaume Canet. Je trouve que là, c'est un petit peu une démonstration de ce que ça aurait dû être Ad Vitam avec Guillaume Canet, tu vois. Ça remet un peu l'église au centre du bled, tu vois. Oui, exactement. Balle perdue vaut 100 fois Ad Vitam avec Guillaume Canet. Malheureusement, hein, mais bon, voilà. Je trouve que le cinéma d'action de plateforme, s'il est de cette qualité-là, c'est très chouette. J'aimerais qu'il soit encore mieux. J'aimerais qu'il se donne toujours un peu le mal de se dire comment on peut faire pour satisfaire encore plus les utilisateurs de plateforme. Il y a quand même un tout petit côté. Voilà, je veux pas être méchant avec ce film parce que vraiment il est sympa. Il est bien ficelé, il est bien tenu, il est haletant, il est chouette, il est pas mal filmé. L'histoire est bien racontée. Mais il y a un petit côté good enough quand même. Il y a un petit côté. Bon bah voilà, c'était votre petit polar du samedi soir et on n'essaye pas de tirer plus les choses vers le haut, tu vois. Par exemple, je ne sais pas si tu te souviens de la scène de fin. Attention. Qui est le moment où ça redevient la journée. La scène de fin, elle est tellement un petit peu stéréotypée. J'essaye de pas cramer ces trucs, mais elle est un peu candide. Oui, voilà. Et c'est un peu ça le ton. On dirait une publicité pour la Ricoré, quoi. Exactement. Exactement. Donc ça, si tu veux, il y a quelque chose qui fait téloche un peu. C'est méchant de dire ça, mais c'est un peu vrai quand même, tu vois. Tu parlais de 2 flics à Miami, à ce côté fin d'épisode des sitcoms. Absolument. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est vraiment un épilogue alors que tout est résolu. On aurait pu s'en passer que c'était pareil. Hein, ouais, mais on se demande si ça va pas carrément s'arrêter sur un fou rire des 2 personnages et puis un arrêt sur image, tu vois, et puis la musique qui part et fin de sitcom des début des années 90, quoi. Ça s'appelle The Rip et c'est disponible depuis le 16 janvier sur Netflix. Et Gauthier, justement, ce film t'a inspiré et tu avais envie de mettre les pieds dans le plat. Mon cher Gauthier, vers où tu nous amènes cette semaine ? Alors, on va dire les vrais trucs sur les films de plateforme. Et je dis bien sur les films de plateforme et pas sur les séries de plateforme, ni même sur les documentaires de plateforme, qui sont des films, bien sûr, mais ni même sur les émissions de plateforme. Je parle uniquement des films de plateforme. Et j'ai même un gros débat dans ma tête sur ces films de plateforme, puisque depuis 10 ans déjà, on en parle. Ces plateformes veulent que leurs films soient considérés comme des films de cinéma, à ceci près qu'ils ne sortent pas au cinéma, en particulier chez nous, puisqu'il y a une chronologie des médias qui les en empêche. Donc ces films de plateforme sont bien des films de plateforme, puisqu'ils n'existent chez nous que sur des plateformes, mais ils convoitent les mêmes prix que les films de cinéma. C'est-à-dire que, pour être clair, ils veulent des Césars, ils veulent des Oscars, ils veulent des Palmes d'Or, ils veulent que les films de plateforme soient considérés comme des films, un point c'est tout, et qu'il n'y ait pas le distinguo film de plateforme, film de cinéma. Peu importe où tu le regardes, c'est un film. C'est un film, voilà. Bon, moi je
veux pas être pinailleur ou être puriste. Je considère toujours qu'un film de cinéma, il se regarde au cinéma, et qu'un film de plateforme, il se regarde sur une plateforme. Ça va sans dire. Mais que du coup, cette différence donc, de consommation justifie qu'on ne leur donne pas les mêmes récompenses. Pour le moment, je pense ça. Et après, plein de problèmes découlent de ça. Ça voudrait dire, on fait quoi? Alors, on fait une nouvelle récompense pour ces prix-là, mais une énième récompense, on va encore faire une cérémonie de récompenses supplémentaires, tu vois. On n'en peut plus. C'est typiquement une des questions qu'on pose lors de l'interview originale à nos invités. Absolument. Et moi, c'est une question qui me tient vraiment à cœur parce que je trouve qu'on peut en débattre pendant 2 semaines, de manière ininterrompue. On va jamais craquer le code. Ce que ça m'inspire surtout, c'est que pour le moment, je trouve quand même que même si ponctuellement les plateformes arrivent à avoir un truc hyper qualitatif, comme le Catherine Bigelow dont on vient de parler, House of Dynamite, ou le film de Scorsese, The Irishman, qui était vraiment très très fort, où je sais pas, il y a plein d'occurrences de ce truc-là. Même l'année dernière, tu te souviens, Fincher, il y a eu, enfin voilà. Il y a les films de David Fincher. L'année dernière, on avait parlé de ce film avec Jude Law qui s'appelait The Order, et qui quand même un film de belle qualité, tu vois. Donc de temps en temps, il y a ça qui arrive. Mais si on pense à la qualité moyenne, on va dire, d'un film de plateforme, on va mettre nos attentes en dessous. Mais tu vas me dire, mais au cinéma, c'est pareil. Pas tout à fait, parce que tu vois, ce film dont on vient de parler avec Matt Damon et Ben Affleck, je l'ai apprécié, je le prends comme tel, mais je t'avoue que si j'avais dû me déplacer au cinéma et payer mon billet pour voir ce film-là, j'aurais grincé des dents un petit peu. Je me serais dit, ça mérite pas que je me déplace quand même. C'est le qu'est-ce qui t'en reste après, quoi. Oui, c'est ça. Donc je trouve toujours que dans la norme des films de plateforme, il y a des attentes qui sont un petit peu vues à la baisse par les spectateurs, mais aussi, je trouve, par la production. Typiquement, le truc qui s'appelait Le Jardinier l'année dernière avec Jean-Claude Van Damme et Michael Youn, c'est un truc, ça va sur une plateforme, c'est sûr. Tu te dis pas 2 secondes que ça, on le sortirait au cinéma, que les gens y iraient, tu vois. Oh, on a vu des contre-exemples. Je suis obligé de te donner un petit peu raison, mais... Non, mais Loup-garou, par exemple. Ouais. Voilà, Loup-garou avec... pas le truc de Canal+, avec non, Farid le truc avec Panayotis. Jean Reno et Franck Dubosc et tout ça. Disons que je me dis 2 choses. Je me dis que, premièrement, peut-être que les plateformes ont conscience de ce qu'elles sont et qu'elles donnent à leurs consommateurs, à leurs clients, des films qui sont faits pour être vus sur un petit écran d'une part, et dans un canapé, dans un confort où tu peux être interrompu, tu peux avoir l'esprit qui papillonne, tu peux envoyer un SMS, tu peux aller te chercher un truc dans le frigo et tout ça. Elles savent ça, donc peut-être qu'elles font un contenu adapté. Mais qu'est-ce que tu fais du Frankenstein de Del Toro? Qu'est-ce que tu fais de la trilogie à couteau tiré de Rian Johnson? Tu vois, c'est un peu vrai. Donc. C'est compliqué. Non, mais je fais l'avocat du diable. Hein. Oui, bien sûr. Donc elles ont parfois, comme on l'a dit tout à l'heure, des films de tout premier plan, de première qualité. Mais je parle encore une fois de la qualité moyenne. Peut-être que dans cette qualité moyenne, il y a une conscience de cette plateforme de se dire... ou de dire aux réalisateurs te pète pas une clavicule non plus, c'est quand même un truc de plateforme. Et pourtant, on nous rabâche, je sais pas combien de fois, que chaque réalisateur, il fait pas un film pour la plateforme, il pense son film comme s'il le sortait sur grand écran, il en a rien à foutre, il fait pas un truc au rabais, et je veux bien le croire, mais il y a quand même le sentiment, c'est un sentiment, mais je pense qu'on le partage, qu'il y a une petite diminution de la qualité quand on est sur un film de plateforme. Par exemple, tiens, le truc Sous la scène. Sous la scène est un peu un nanar à requin assumé. Ça va sur une plateforme, c'est tout à fait normal. Alors, tu irais pas le voir un Sous la scène au cinéma, tu vois, ça me paraît couler de source. Tout à l'heure, je parlais de direct to DVD en direct to plateforme. J'ai un peu l'impression que les plateformes ont pris ce rôle de tous ces films double A, pas un blockbuster, mais en dessous, ou un projet un peu plus bancal. Et à l'époque des direct to vidéo, on avait un vrai amour des direct to vidéo. On disait pas du tout que c'était des vulgaires trucs à foutre à la poubelle. On pouvait légitimement être un amoureux des direct to vidéo et des direct to DVD. Donc ça me fait un petit peu ce sentiment-là.
Et je me demandais, d'ailleurs je t'invite à participer à cette conversation, je me demandais si également l'absence de prix, de prix identifiés, si tu veux, leur difficulté à accéder aux Oscars ou aux Palmes d'Or, etc., et le fait qu'ils soient un petit peu le cul entre deux chaises et dans cette situation qui, à l'heure actuelle, est encore un petit peu trouble, si ça les maintenait pas dans un truc où ils essayent pas de se dépasser, tu vois, peut-être qu'il faudrait justement leur faire miroiter un truc nouveau. Moi, j'adorerais qu'il y ait un hyper beau prix, hyper légitime pour des beaux films de plateforme. Est-ce que tu vois, on sort des Golden Globes. Les Golden Globes, c'est moins connu en France, mais dans ce que j'ai énoncé, il y avait un prix pour la meilleure comédie, la meilleure drama, le meilleur mini-série. Est-ce que tout simplement, il n'y a pas un moment dans les Oscars, on rajoute le prix du meilleur film, comme on a déjà, Oscar du meilleur film et Oscar du meilleur film de plateforme, point. Et à ce moment-là... Oui, ça serait bien, mais c'est un prix que... Tu vois, par exemple, au syndicat de la critique, c'est exactement ce qu'on a fait. On a mis un prix supplémentaire qui s'appelle... 2 prix d'ailleurs supplémentaires qui s'appellent prix du meilleur film de plateforme et de la meilleure série de plateforme. C'était une manière d'inclure les plateformes dans nos conversations, parce que pour le moment, c'était un angle mort. Et donc, nous, on a remédié au truc comme ça. Mais on voit bien que les Golden Globes ne le font pas, puisqu'ils récompensent K-pop Demon Hunter. On voit bien que les Oscars récompensent Roma et tout. Mais bon, tu vois, cette année, typiquement, on ne pouvait pas même envisager qu'un film de plateforme soit dans la compétition, tu vois, mis à part K-pop Demon Hunter, je veux dire, tout ce qu'on a couvert, House of Dynamite, Frankenstein et tout ça a été balayé d'un revers de la main au profit de Paul Thomas Anderson et tout. Et puis, tu as vu une bataille après l'autre ? Non, mais il y a bataille après l'autre, il y avait Sinners, il y a eu Hamnet, voilà on n'imagine pas ces trucs-là aller sur des plateformes, c'est impossible, tu vois. Alors, ils y seront à terme. Ils y seront, oui, mais pas en exclusivité, c'est ça que je veux dire. On peut pas imaginer que le rôle des films qui sortent sur un grand écran soit interchangeable avec le rôle des films qui arrivent sur des plateformes. C'est quand même 2 trucs différents. Donc, voilà, moi, j'ai toute cette conversation simplement pour me demander comment faudrait-il faire pour que, si ces plateformes veulent ces récompenses, comment elles pourraient re-up la qualité de leur film pour qu'on finisse une fois pour toutes par se dire qu'un film de plateforme égale un film de cinéma. Donc peut-être avec un peu moins de cynisme parfois. Peut-être avec un peu moins de cynisme parfois, peut-être en acceptant sa propre nature aussi, tu vois. Et, ça n'arrive plus qu'un téléfilm qui passe donc à la télévision en linéaire veuille des Oscars ou des Césars ou des Palmes d'Or. Ils assument totalement leur statut de téléfilm, film qui passe à la télévision, et n'ont pas honte d'eux-mêmes, mais savent qu'ils se produisent avec leurs moyens et que ce sont des objets différents, si tu veux. Est-ce que tu te souviens à l'époque où il y avait les 7 d'or ? Donc les 7 d'or, c'était une émission de la télévision française qui récompensait la télévision française. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y avait des prix pour la fiction ? Je pense que oui. En tout cas, nous, au syndicat de la critique, on en a. On a des prix de télévision. Et les prix de télévision, ils récompensent les documentaires, ils récompensent les téléfilms, ils récompensent une série, mais ils prennent en compte uniquement ce qui passe en linéaire. Ils ne prenaient pas en compte jusqu'à maintenant les plateformes. Et en plus de ça, on voit bien, on le sait des plateformes, que les plateformes n'ont pas envie d'être associées à la télévision. Ils veulent être associés au cinéma. Côté film, hein, bien sûr. Donc, je trouve toute cette conversation assez compliquée. Et de mon point de vue pour le moment, parce qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas de point de vue, pour le moment, les plateformes devraient s'assumer comme nous sommes des plateformes. On n'est pas de la télé linéaire, on n'est pas du cinéma, nous sommes les plateformes. Et peut-être à ce moment-là, je sais pas, faire un festival de films de plateforme qui serait trop bien, faire un super prix pour film de plateforme, un truc qui serait prestigieux, mais qui assumerait que voilà, ils sont juste dans une catégorie différente. Je sais pas. Voilà. Pas mieux ni moins bien, mais une autre voie. Voilà, exactement. Merci Gauthier, merci beaucoup pour cette réflexion. Je te propose d'enchaîner avec la dernière partie de notre émission cette semaine, et cette semaine, c'est l'agenda. Cette semaine, on va parler des sorties comprises entre le 12 et le 18 janvier, sorties qui ont retenu mon attention, et ça commence à commencer, évidemment, dès le 12, avec la dernière aventure
Gauthier, le making-of de Stranger Things, saison 5. Oui. Voilà, dernière chance pour Elle a le Conformity Gate. les fans hardcore qui espéraient que ce soit un épisode méta comme dans Freddy 7. Je suis allé me renseigner, j'ai vu quelques vidéos de TikTokers, ils sont ma boule. C'est quand même. incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, c'est un documentaire. Moi, j'en ai vu quelques bribes en travers. Un documentaire exclusif, donc making of sur la façon dont les frères Duffer ont écrit et tourné cette saison 5 de Stranger Things. Alors, ça met l'accent pas mal sur plutôt l'analyse narrative, le côté c'est la fin d'une époque, des enfants qui ont grandi, qui sont devenus adultes, etc. Donc voilà, il y a une sorte de douce amertume, mine de rien, puisque c'est la fin. Ouais. Juste un petit mot sur cette histoire des théories, parce que moi, historiquement, je suis très, 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 très anti-théorie. J'ai mis de l'eau dans mon vin parce que parfois, les théories, quand même, ça rend les fans assez créatifs. Je pense, par exemple, à tous les fans qui font des fan-films de fiction et tout. Parfois, sont hyper chiadés et tout ça. Je continue à être un petit peu anti-théorie parce que je trouve que parfois, ça rend les gens collectivement totalement crétins. Et je trouve que sur le Conformity Gate, là, ce que j'en ai vu, mais c'est à se taper la tête contre les murs, quoi. Ah ouais, bon, voilà. Moi, ça m'a rendu fou pendant 5-6 jours. Voilà, j'en suis revenu. Depuis le 14 janvier, si tu veux bien, on passe sur Disney+. C'est une série documentaire produite par National Geographic en 7 épisodes. C'est pas rien. Ça s'appelle Paul to Paul. Et c'est pas avec un Paul, c'est avec un Will. C'est avec Will Smith. Ah, d'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Paul ? Eh bien, parce que Paul, quand on parle de Paul en disant que Paul, pour moi, c'est Paul McCartney. Hein. C'est Paul to Paul. Ah, d'accord. J'ai fait exprès de mal prononcer. Pourquoi ? Parce qu'on va aller du pôle Nord au pôle Sud. Dans une odyssée planétaire. Paul to Paul, d'accord. Pas mal. Dans une odyssée planétaire de 100 jours, Will Smith parcourt les 7 continents pour affronter les environnements les plus extrêmes de la planète, du pôle Sud aux glaces du pôle Nord, en passant par les jungles de l'Amazonie, les montagnes de l'Himalaya, les déserts africains et les îles du Pacifique. Accompagné de scientifiques et d'explorateurs et d'experts locaux, il participe à des défis physiques et mentaux hors du commun, tout en mettant en lumière des enjeux scientifiques, humains et environnementaux dans des récits intimes et spectaculaires. Je t'ai dit le pitch officiel, là. Et il faut rebaptiser ce truc Will Smith traverse toute la planète pour se racheter une sympathie. Ouais. Il y a un peu de ça. Au moins, il sait qu'il est pas en danger, il croise un guépard, paf. C'est ça, paf. Comment t'as parlé de ma femme? Ensuite, on revient sur Netflix avec du Agatha Christie, qui, dans le découpage, me rappelle un petit peu un certain Sherlock. Pourquoi ? Parce que c'est une adaptation d'un succès littéraire britannique dans une série britannique en 3 épisodes. Cette fois, on est avec Mia McKenna, Helena Bonham Carter, Martin Freeman. Et, joli casting. C'est pas mal, hein, ouais. C'est pas mal. Et on va revenir avec les 7 cadrans d'Agatha Christie, l'adaptation du roman des 7 cadrans d'Agatha Christie qui date de 1929. C'est bien fait, c'est bien fait. C'est quand même bien fait. Ça se passe en 25 même, l'action de l'histoire. Voilà, c'est lors d'une somptueuse fête dans une demeure évidemment campagnarde anglaise très luxueuse. Une plaisanterie tourne au drame lorsqu'un jeune homme meurt dans des circonstances mystérieuses. Lady Eileen Bundle Brent, aristocrate, vive et obstinée, décide de mener l'enquête contre l'avis de son entourage. 7 cadrans d'horloge semblent être la clé d'une conspiration plus vaste, mêlant secret d'élite et machination clandestine. Oui, c'est très bien, ça sent le whodunit. C'est derrière, c'est Chris Kringle qui est derrière Broadchurch et Doctor Who, donc il joue à domicile, clairement. Je me demande juste, jusqu'à quand on va pouvoir adapter du Agatha Christie ? Est-ce que dans 350 ans, les gens ils seront toujours en train d'adapter du... Genre, c'est trop bien. Mais là, ça va faire 100 ans quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Ça se passe en 1925, ça passe il y a 100 ans. C'est ouf. Et ça a été écrit en 29. C'est ouf parce que tu vois, qui est toujours des adaptations des Misérables ou des Trois Mousquetaires. Moi, je comprends, c'est tellement bien écrit, c'est fascinant, si tu veux. Agatha Christie, c'est quand même un petit peu du consommable. C'est du consommable chouette, hein, mais... C'est le whodunit, c'est un genre, on en avait parlé, ouais, c'est ça. Qui saisit l'attention, quoi. En fait, c'est une sorte de chewing-gum qui aura toujours du goût, quoi. De fascination. Il faut le changer régulièrement. Ouais, c'est ça. Mais tu gardes le même goût, quoi. Exactement, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tiens, on va partir dans l'espace un petit peu. Et okay. 2 fois.
D'accord. 2 fois, d'accord. et 2 fois sur Paramount+. Ok. Et les 2 fois le 15 janvier. Ah ouais, c'est Voilà. bien. La première fois, c'est une série en 10 épisodes. C'est un spin-off de Star Trek. Star Trek qui n'en finit plus de spin-offer. Ouais. Avec cette fois Starfleet Academy, donc une série de science-fiction dramatique. Il y aura 2 épisodes la première fois, puis un par semaine après. Alors là, direction le 32e siècle, évidemment. Bien après les événements de Star Trek Discovery. Tu vois où on est ? Ouais. Non, mais je fais exprès de t'en cette fois, on va suivre la première promotion des cadets admis à la légendaire Starfleet Academy. Donc, il y a un côté, on est dans l'école des officiers de demain. Voilà. La semaine dernière, tu vois, Johan, il parlait de ces séries dont il connaît l'existence, mais il mourra dans l'ignorance de... Voilà, Star Trek pour moi, hein, c'est trop d'épisodes, trop de saisons, trop de spin-off, trop de séries, trop d'adaptations de films, il y en a marre. Le seul truc que je vais pouvoir te dire, enfin pour te convaincre, c'est qu'en lead, on a Holly Hunter. Je regarde. Voilà. Et ça s'appelle Starfleet Academy. C'est marrant de la retrouver là, Holly Hunter. Ouais, ça faisait un petit moment, moi je savais... Ouais. Et donc le même jour, on est toujours sur Paramount+, et là, on est clairement sur un direct ou plateforme. D'accord. Ça s'appelle The Fix. Ouais. Et c'est emmené par Grace Van Dien. C'est qui ? Alors, je me suis dit que c'était la fille de Casper Van Dien, Ouais. qui était dans Starship Troopers, Ouais. et qui a une tronche de blondinette un petit peu jolie, parfaite, un peu comme son papa était. Mais en plus, il me semble que Casper Van Dien, c'est un mec qui a des diplômes dans tous les sens et tout, et il est hyper fort, le gars. Vraiment. Écoute, en tout cas, c'est mené par une actrice qui s'appelle Grace Van Dien, donc j'ai fait un peu le lien, j'ai pas vérifié l'information, vous m'envoyez, désolé. Par contre, j'ai un pitch, j'ai un synopsis en latin, en français. Dans un futur proche dystopique où l'air respirable n'est plus un bien commun mais une ressource contrôlée par une puissante multinationale, Ella McPhee, mannequin et figure de proue de la corporation Aetherena, voit sa vie bouleversée après avoir absorbé une drogue expérimentale qui transforme radicalement son corps. Désormais traquée, elle doit fuir, maîtriser ses nouveaux pouvoirs et s'allier à un réseau de résistance clandestin pour exposer les dérives du système et reprendre le contrôle de son destin. C'est incroyable. On l'a jamais vu tout ça. Non, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Mais ça ressemble quand même beaucoup à Stranger Things ou je sais pas. Et à la fois Total Recall et à la fois bouffe. C'est ça, c'est un peu un mash-up science-fiction, quoi. Donc voilà, ça s'appelle The Fix et je pense que en deuxième partie de soirée, samedi soir, c'est pas mal. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sinon en vrac sur Netflix, Macho Alpha saison 4, sur Disney+, Tell Me Lies saison 3, sur HBO Max, Industrie qui revient avec une saison 4, et sur Apple TV+, Téhéran avec Hugh Laurie saison 3 et Hijack avec Idris Elba saison 2. Super. Voilà, c'est toujours mon petit point en vrac à la fin pour toutes celles et ceux qui suivent ces séries-là et dont on a déjà parlé plus ou moins. Et en tout cas, vous savez que ça sort maintenant si vous êtes passé à côté. Ce sera tout pour aujourd'hui, Gauthier. C'est super. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. C'est là-dessus que s'achève notre émission aujourd'hui. C'était donc Original saison 2, épisode 19. Déjà. On remercie bien sûr Cinématiseur, notre partenaire. Exactement, ainsi que Magic Andou au montage. Des bisous, Magic. Et nous, on se retrouve quand tu l'appelles Magic. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Andou, je suis désolé. Tu le laisses si tu veux, tu le coupes si tu veux. Je sais pas ce qu'on fait des bisous, Andou, en tout cas. On se retrouve quant à nous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye.